Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 15 mai 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et de Richard Clark, qui va arriver d'ici quelques minutes. Et aujourd'hui, on va vous parler de Blazor WebAssembly, Blazor Server, Blazor Hybride, etc. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va super bien parce que c'est THE émission qui est la plus importante, je pense, de l'année. Ce mois-ci, Microsoft va organiser d'ailleurs sa grand-messe des développeurs, donc ce qu'ils appellent la build. Malheureusement, qui sera une build, malheureusement ou heureusement, puisque du coup, nous, on peut en profiter en online gratuitement. Donc, la build, c'est la grand-messe, comme je le disais, des développeurs, où, dans ce cas-là, Christophe et moi, en tout cas cette année, on espère impatiemment que, notamment, on espère que Dan Ross, qui est on y reviendra, qui est le programme manager d'un produit dont j'ai cité, qui s'appelle Blazor, qui vienne nous parler de Blazor WebAssembly, parce que normalement, selon la roadmap de ce projet qui est open source, la version finale devrait sortir dans quelques jours. On va peut-être expliquer d'abord ce que c'est pour ceux qui soit ne connaissent pas ou débutent effectivement dans cette technologie, et puis on ira un peu plus loin pour ceux qui ont déjà entendu parler et qui voudraient en avoir un peu plus sous le sabot. Ouais, en fait, le qu'est-ce que c'est, je te propose, c'est qu'on voit plutôt qu'est-ce qu'on fait avec. Ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait avec Blazor ? À quoi ça sert ? Je vais tout de suite vous faire des rendus sur ce truc-là. Alors, je vais enlever le PowerPoint. Enlever PowerPoint. En appuyant sur Escape. Voilà. Et voilà. Donc ça, maintenant, ici, je vais vous montrer, on est dans le navigateur web, on est connecté à un site web sur Azure, et ça a été développé avec Blazor WebAssembly. C'est-à-dire que ça se trouve dans la WebAssembly de mon navigateur. Ici, c'est Edge, le dernier Edge, mais bon, on verra que tous les autres navigateurs sont plus ou moins compatibles. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est ni plus ni moins qu'une application traditionnelle avec c'est du web. Enfin, c'est du web. Quand je dis du web, derrière, moi, j'ai des composants de Blazor développés en C# et j'ai du HTML. Là, les petites animations que vous voyez, c'est du HTML, ni plus ni moins, du CSS. Ouais. Donc, c'est une page web, c'est une page, comme tu le dis, HTML, CSS, mais entièrement développée pour tout l'aspect fonctionnel en C#. Ouais, et j'avais besoin aussi parce que ça, c'est une application que j'avais développée en Windows Phone, Almanac. Donc, il y a beaucoup de code source que j'ai récupéré. Par exemple, ici, il y avait le lever du coucher du soleil. Là, j'ai pas autorisé le suivi de mon emplacement, donc ce qui fait qu'il n'était pas capable. Mais c'est pas grave. Dans Blazor, s'il nous manque des choses, de moins en moins, mais je peux demander, autorise à te connecter. Et là, sur mon téléphone, parce que ce truc-là, forcément, c'est un site web, donc forcément, il est responsive si on y prête. Voilà, donc ça fonctionne correctement. Il n'y a rien de sorcier. Un vrai site web, quoi, ouais. Ouais, c'est vraiment un site web à part entière. Et en plus, moi, avant, on en parlera tout à l'heure au niveau du PWA, j'avais développé en fait cette application-là. Elle marche offline, c'est-à-dire que je récupère dans le navigateur tous les fichiers dont j'ai besoin, parce que derrière, je vous ai raconté, c'est juste des fichiers, même pas JSON, c'est du CSV, avec en gros les colonnes, le nom, la date, et puis le patron, il y a plusieurs CSV. Donc je les rapatrie dans mon navigateur, et puis du coup, je peux rester en off. Donc en fait, j'ai décrit une sorte de scénario pour pouvoir installer. C'est pour ça que tout en haut, vous avez le bouton Installer Almanac, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Et du coup, là, elle est PWA finalement. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on en parlera, mais WebAssembly et Blazor PWA, on est dans pour moi, le même principe. Et regarde maintenant, hop, je l'ai installé. Ouais, c'est ça devient une vraie application, quoi. Et du coup, offline, puisque tout fonctionne en mode WebAssembly, tout va fonctionner côté client uniquement. Et on n'a même du coup pas besoin d'avoir un serveur. Voilà. Comme tu le dis, c'est offline, ça va fonctionner. Si tu l'as sur ton téléphone, tu peux être déconnecté du réseau, ça fonctionnera toujours. C'est ça. Puisqu'il a toutes les données en local. Donc à partir de là, tu vois, c'est assez sympa et on fait vraiment ce qu'on veut. Et puis c'est joli. Puis j'ai utilisé des composants, on verra tout à l'heure ceux que j'ai utilisés et ça marche bien. J'ai une autre démo si tu veux, c'est développé en Blazor
serveur. Ok. Donc on part déjà sur plusieurs technologies, on va dire. On parlait de Blazor WebAssembly, Blazor Server, et on verra, il y en a encore d'autres par après. Et on a aussi vu Blazor, c'est ça, les trois. Donc là, Blazor Server, pour moi, rien n'a changé. Hop, j'ai un truc, je ne suis pas connecté. Donc C'est ça, on voit déjà la grosse différence, du coup, c'est que tu dois être connecté par rapport à l'autre. WebAssembly, tu as tout en local dans ton navigateur. Ici, par contre, ton serveur n'est pas là. C'est comme un site web, quoi. Ton serveur n'est pas là, ça pète, quoi. C'est ça, et c'était fait exprès. Il y a le truc pour recharger pour que tu puisses dire ça. Et du coup, là, j'ai développé moi un composant. Peu importe la techno, mais j'aurais pu le faire. Pour moi, c'était la même chose. Moi, développeur, franchement, je n'ai pas vu de différence. Tu sais, à part que derrière, il y a une web API, mais c'était aussi facile. Donc là, tu vois, j'ai un planning. Techniquement, c'est comme du Canada Dry. Tu vois la différence? Non, moi, je vois pas. Ouais. Donc ça marche super bien. C'est plus une application métier dans laquelle on va pouvoir travailler avec. Et c'est vrai que là, tu as besoin d'un serveur du coup pour que ça marche, mais ça ressemble très fort aussi à des applications comme on pouvait les faire en ASP.NET ou en d'autres technologies. Mais ici, on va voir un peu pourquoi et ce qu'il y a comme intérêt de travailler avec du Blazor, que ce soit Blazor Server ou Blazor WebAssembly. Et il y en a beaucoup qui attendent surtout, je pense initialement, historiquement, c'est surtout Blazor WebAssembly qui est arrivé et qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à s'exciter un petit peu avec ça, avec Microsoft. Ensuite, on va dire, ou d'abord a sorti Blazor Server pour pouvoir faire patienter un peu les gens. Ensuite, je vais vous montrer, c'est Blazor native. Donc là, en fait, on va utiliser, pareil, au niveau du code, on a besoin quand même de comprendre un petit peu comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne la durée de vie d'une application. Quand je dis la durée de vie, c'est parce que quand tu vas éteindre l'application, tu as toutes les petites notions propres à un téléphone, mais on va être natif et on va utiliser la couche, je te laisse le dire, Xamarin. Donc ça, il y a des balises. On n'est plus en HTML cette fois-ci. On n'utilise plus le rendu HTML, mais le rendu natif de l'appareil sur lequel on se trouve. Oui, parce que si on veut utiliser le rendu HTML, on l'a dit, il y a à la limite des applications PWA et ça fera très bien l'affaire. Si on veut vraiment être natif et avoir les composants propres et donc des performances peut-être améliorées, là, on a le Xamarin Forms qui existe déjà depuis des années, qui est bien utilisé, qui est bien éprouvé. Et Blazor, natif, si je comprends, ne fait jamais qu'une sorte de passerelle en utilisant ses composants et en utilisant la technologie qui est exactement la même qu'on va utiliser dans toutes les applications. Ouais, donc là, la petite nuance, c'est qu'il a fallu que je me plonge un petit peu dans Xamarin Forms, mais sincèrement, c'est pas la mer à boire, franchement. Enfin, c'est le Blazor hybride. Alors, on est dans du projet, encore les deux premiers, Blazor WebAssembly, Blazor Server, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Là, ici, on est encore dans projet. Et on atteint encore un projet encore plus ultra projet, bêta. C'est le Blazor qui s'appelle hybride. Hybride, c'est plutôt le Blazor Desktop App. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus loin que le PWA où c'est juste un navigateur, juste du web qu'on met dans un navigateur au look Windows. Là, tu es vraiment une vraie application desktop. Mais je garde un rendu HTML. C'est-à-dire qu'on va utiliser une vue, une web view, qui va permettre de faire ça et puis d'avoir un logiciel, un point .exe si tu veux, avec des DLL. Et toi, sur ton bureau, tu as un point exécutable, donc tu installes à ton client ça, et elle peut être en ligne ou connectée, parce que tu peux te connecter à une web API au même titre qu'un logiciel le ferait. Oui, parce que c'est vrai on le verra après, mais les PWA, comme on utilise le navigateur, c'est le navigateur qui tourne derrière ça, c'est Edge ou c'est Chrome par exemple, ou Firefox. Ça dépend de la version du navigateur. Si Chrome est mis à jour et que toi tu as fait un développement qui ne fonctionne plus dans la dernière version par exemple, ou moins bien, évidemment ton application elle va se ressentir. Ici, tu as tout empaqueté dedans et tu as une vraie application qui contient tout. Exactement. Et qui est responsive, oui, parce que derrière, c'est du HTML. Donc, je suis sûr de mon rendu, quelles que soient les plateformes Linux ou Apple, Mac, que je vais avoir. Et pour moi, au niveau dev, là, par contre, j'ai besoin de rien apprendre de plus, entre guillemets, bien sûr. Ça reste... t'es pas perdu entre WebAssembly, Web Server,
Blazor Assembly, Blazor Server, Blazor Desktop. Je veux dire desktop, c'est plus simple qu'hybride parce que hybride, au départ, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est moins clair, ouais. C'est moins clair. Non, et c'est vrai que... mobile. Et je pense que c'est vrai que c'est ça qui est surtout intéressant. On va le voir un peu dans l'historique, puisqu'on a un petit slide qui va arriver sur ça. Dans l'historique de Blazor, Microsoft a annoncé Blazor il y a déjà quelques mois, quelques années maintenant, et il les sort au fur et à mesure en fonction des évolutions, mais a priori, développer des composants pour un Blazor WebAssembly ou un Blazor Server, c'est les mêmes composants, c'est le même code. Donc on pourra simplement changer la manière de démarrer le projet, le startup.cs par exemple va changer, mais tout le reste, ça sera exactement la même chose, quoi. Donc voilà. On pourra passer de l'un à l'autre, a priori, de manière assez facile. Sauf si forcément il y a des particularités. Un Blazor native et tu utilises du Xamarin, forcément, tu ne vas pas pouvoir utiliser l'HTML de l'autre côté. Ouais, voilà, donc c'était les petites démos déjà pour vous mettre en appétit sur ce que fait, sur les possibilités de Blazor qui sont bien. Donc là, on a déjà du concret qu'on peut utiliser en prod, Blazor Server. Ouais. Et puis là, on est en train de se rapprocher tout doucement de serveur. Et puis, les années qui vont suivre, je pense que ça va aller plus loin. C'est vrai que ça va être de plus en plus intéressant. Et c'est vrai que je le disais, si on revient peut-être sur les slides, je le disais, ce qui a vraiment fait l'engouement de Blazor quand il est sorti il y a quelques mois maintenant, quelques années, quand ils l'ont annoncé, ce qui les intéressait, c'était principalement, sur le slide suivant, c'est tout ce qui concerne WebAssembly. Et donc ça, c'était la grande nouveauté, le grand intérêt. Alors, beaucoup de personnes se rappellent de Silverlight, de Flash pour d'autres technologies et les plus anciens. Toute une série de technos qui permettaient de développer avec des langages plus évolués, à la limite son propre langage aussi dans certains cas, et d'exécuter ça dans un navigateur. L'inconvénient à chaque fois, c'est que Flash comme Silverlight, c'était des initiatives propres à chaque entreprise, alors qu'ici, il y a un organisme qui est le fameux organisme qui se fait la standardisation de tout ce qui se trouve au niveau du web, donc que ce soit HTML, JavaScript, ce genre de choses, CSS par exemple, c'est l'organisme W3C. Ils ont annoncé le 17 juin 2015 qu'il y allait avoir une nouvelle technologie, on va dire, un nouveau support, qui est ce qu'on appelle donc le WebAssembly, qui n'est en quelque sorte rien d'autre que, j'ai envie de dire, une sorte de convention pour faire l'exécution d'une machine virtuelle, on va dire. Donc, on reçoit du code compilé, des 1 et des 0, dans un certain ordre, et on va pouvoir les exécuter dans le navigateur, à condition évidemment qu'on respecte cette fameuse norme WebAssembly. Et donc, comme c'est le W3C, il y a plein de navigateurs qui ont commencé à l'implémenter. Et donc, Firefox, Chrome, etc. Voilà, on les retrouve ici, quasiment tous, même sur mobile. Une grosse partie maintenant. Chrome sur Android, par exemple, le supporte. Il y a juste Opera Mini et UC Browser pour Android où ils sont en cours en train de développement. Mais sur que ce soit Edge, que ce soit Firefox, que ce soit Chrome, Safari, Safari pour iOS, etc., tout cela supporte déjà cette version de WebAssembly. Avec un usage global, on estime qu'à peu près 90% de tous les utilisateurs, on va dire du monde ou par région, vont pouvoir utiliser des WebAssembly. Il faut vraiment avoir des navigateurs plus anciens sur certaines machines plus anciennes, notamment Internet Explorer par exemple, qui ne le supporte pas encore, ou ne supportera jamais pour lui, puisque Microsoft est passé à autre chose maintenant. Ça amène donc un nouveau langage. Et en fait, Blazor est né de ça. En fait, s'il n'y avait pas eu de WebAssembly, on serait resté... il n'y aurait pas une notion de cette création de Blazor WebAssembly qui est la base après de. Et après, du coup, ils ont dit Blazor, le principe qui est plus simple que le reste, on va le développer sur le web server, etc. Et on pourrait faire des comparaisons. Blazor Server, c'est vrai pas le cas aujourd'hui, mais Blazor Server et puis ASP.NET MVC, quoi. Oui, c'est ça. Je pense effectivement que Microsoft a, comme tu le dis, c'est l'initiative, le déclencheur, c'est l'arrivée de WebAssembly au niveau du W3C. Il y avait eu quelques projets avec des outils de portabilité, notamment basés sur Mono au départ. Et puis, je pense que Microsoft s'est rendu compte de l'engouement de ça et a dit on va essayer de sortir quelque chose qui est pour nous plus facile à développer, qui est une version serveur, puisqu'on a déjà toute la technologie, notamment basée sur ASP.NET ou ASP.NET Core. Et donc, utiliser ces notions de composants, de facilité, de rafraîchissement des composants, donc avoir en gros le même fonctionnement que si on était dans un WebAssembly, mais avec un traitement côté serveur. Ça, c'est assez facile à faire avec, on le verra plus tard, avec de l'ASP.NET Core, avec du Signalaire, par exemple, pour faire des échanges d'informations. Je reviendrai un petit peu là-dessus par après. Bien que Signalaire, on ne s'en rend pas compte, en fait.
Voilà, oui, c'est ça. Tout ça est entièrement transparent et c'est ça l'intérêt, quoi. Ouais. Alors, le principe en termes de WebAssembly, comment ça marche? Ben, on a, nous, dans notre cas, des pages développées en C#. On a des pages graphiques qui sont développées avec du Razor ou du CS/HTML, c'est-à-dire de l'HTML qui peuvent, en plus de ça, embarquer derrière un arrobas code, qui peuvent embarquer donc du code C#. Et on compile tout ça en bibliothèque. Donc, on a des vrais assemblies, des DLL. Et ces DLL, elles sont envoyées au browser. Donc, sous forme de, par exemple, app.dll ou bien toutes les bibliothèques système dont on a besoin derrière. System Core DLL, system.io.dll, mscorelib.dll, etc. Et alors, on a besoin entre guillemets, d'un petit fichier, fait quand même sa propre taille, hein, qui s'appelait mono.wasm avant et qui s'appelle maintenant blazor.wasm. Puisque WebAssembly, encore une fois, est toujours en bêta jusque, logiquement, d'ici quelques jours. Donc, maintenant, il a été donc renommé en blazor.wasm et c'est le module de chargement, le module de binaire qui sera chargé par le navigateur pour pouvoir faire le chargement ensuite dynamique des bibliothèques dont on a besoin et l'exécution du langage. Comme on l'a vu dans les exemples que Christophe nous a montrés, on a un rendu visuel qui est exécuté, qui est comme si c'était du JavaScript, mais ici qui est exécuté par la technologie WebAssembly. Et donc, sur base de ça, on a une release, donc une version, puisqu'on a déjà depuis pas mal de temps maintenant en version alpha, bêta, preview 1, preview 2, preview 3, release candidate, etc. etc. Et donc, d'après la roadmap, on devrait avoir une sortie officielle ici qui arriverait au mois de mai. Comme il y a une build qui va être lancé la semaine prochaine, il y a probablement de fortes chances, enfin du moins j'espère en tout cas, qu'ils vont annoncer officiellement que les WebAssembly sont disponibles. En tout cas, tout a l'air prêt pour le moment, tout a été effectivement renommé dans les moindres petits fichiers, et c'est vraiment plus que des petites corrections qui sont passées pour l'instant. Et donc, ça donnerait une version WebAssembly qui est une version initiale basée sur .NET Core 3.1, c'est-à-dire la version globalement existante actuellement, qui sera un modèle distribué avec .NET Core, forcément, mais qui sont tous versionnés pour l'instant en version 3.2, qui est donc la version du .NET Core distribuée pour l'instant. Et dès après la sortie du mois de mai, donc la version de Blazor WebAssembly, d'ici quelques mois, on aura une version, normalement, il parle peut-être de fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais pas, du .NET Core 5, enfin .NET 5 qui arrivera. Et donc, dans ce cas-là, toutes les bibliothèques vont simplement être renommées de la version 3.2 en version 5. C'est tout. Au niveau de la build, ils vont pas en profiter pour lancer le truc officiel? Ça serait tellement logique. Moi, c'est ce que j'espère, oui. Maintenant, on va voir. On n'a pas eu d'informations sur ça, mais c'est vrai que ça serait cool, je veux dire, d'avoir un événement. C'est un événement mondial, c'est quand même un des événements majeurs de Microsoft. Et quand on voit effectivement l'engouement, notamment sur GitHub, puisque c'est un projet open source de WebAssembly, c'est quand même phénoménal. Il y a déjà longtemps qu'on n'a plus vu un tel engouement sur des technologies que Microsoft a mis en place depuis quelques temps, quoi. Et donc voilà, ça c'est la roadmap dont je parlais. Janvier 2020, on a eu une première preview 1. Février 2020, deuxième preview. Mars 2020, troisième preview. Et puis à partir d'avril, ça s'enchaîne. Hein, preview 4, preview 5, release candidate. Et tout ça est sorti dans les temps, a priori, en termes de planning. Donc on est actuellement effectivement une release candidate, qui est donc la version juste avant la distribution officielle au mois de mai. Donc on attend. On attend de voir ce qu'on va... Et là, c'est des jours, c'est même plus des semaines. C'est des jours, ouais. J'espère, fin de semaine prochaine, j'espère qu'on aura une version, un lancement officiel. Ça n'empêche qu'on est vraiment à la fin, donc si vous voulez commencer à développer, la version serveur, donc Blazor Server, elle existe déjà, elle est déjà supportée par Microsoft depuis quelques mois, et la version WebAssembly, il n'y a aucun problème pour moi. Le temps que vous développiez, à mon avis, Microsoft aura sorti sa version d'ici là. Au niveau de Blazor Server, Blazor WebAssembly, il y a les petites notions en fait on a vu qu'il y avait les DLL que tu ramenais dans WebAssembly, tu ramenais dans ton navigateur. On pourrait peut-être regarder en fait ce qu'il y a derrière concrètement. Ça peut être intéressant de voir. Ouais. On ne verra pas la WebAssembly, mais on verra ce qui va dedans. Ouais, c'est ça. Peut-être faire une petite démo rapide. D'abord de comment créer un projet, puisqu'on a l'avantage que quand on crée un projet, Microsoft nous fournit vraiment un exemple quasiment complet et fonctionnel. Donc je vais peut-être reprendre le partage de l'écran. Hop. Donc voilà, on est en train ici de regarder donc pour faire juste une petite démo très rapide de création. Donc si j'ai créé un dossier serveur. Dans ce dossier serveur, pour le moment, il n'y a rien.
comment fait-on pour créer une application WebAssembly? Alors, Christophe nous montrera tout à l'heure des exemples dans Visual Studio. Si on veut le faire, puisque c'est un projet .NET Core, si on veut le faire en ligne de commande, d'abord, le plus simple, il faut d'abord avoir installé forcément .NET Core 3.1. Il faut avoir installé le template. Donc, si vous n'avez pas le template, le plus simple, c'est d'aller sur Blazor. Non, pas Blazor D, ça on en reparlera plus tard. Ouais, il fait tout pour faire sa pub. Voilà, je fais tout pour faire la pub, ouais. I'm back. Donc sur blazor.net, on est redirigé ici et dans le Get Started, voilà, on a la commande ici, .NET New-i pour installer le template. On voit qu'il est toujours en release candidate pendant encore quelques jours. Et une fois que c'est fait, c'est ce que j'ai fait évidemment sur ma machine, on a juste besoin de faire un .NET New. On donne le nom du template qu'on veut utiliser. Dans mon cas, je vais faire une première démo avec avec Blazor Server. Si je fais ça, ça va prendre quelques secondes pour pouvoir créer, en gros, les fichiers, serveur.csproj notamment, dont on a besoin pour pouvoir faire le démarrage de l'application. Donc, il m'a rempli mon répertoire serveur avec toute une série de choses. J'ai juste besoin de l'exécuter. .NET Run. Et là, il va démarrer, puisque je suis en mode serveur, c'est ce que j'ai demandé, démarrer un serveur web local dans lequel je vais avoir cet aspect de communication entre mon serveur et mon client. Donc, je vais me connecter sur l'adresse qui me donne localhost 5001. Et je me retrouve dans le même fonctionnement que ce que Christophe montrait tout à l'heure dans une application web. La seule différence, c'est que je suis en mode connecté sur le serveur. Et je peux évidemment cliquer sur le bouton pour augmenter le compteur. Alors, comment je sais que je suis en mode serveur? Parce que si je vais en faisant un F12 dans la partie développement, je vais rafraîchir. Donc, j'ai désactivé la cache ici. Je vais vider la cache et rafraîchir. Voilà. J'ai une série de composants, je vais dire, de fichiers qui sont téléchargés. Bon, j'ai une icône, ça à la limite peu importe. J'ai ici toute une série de CSS, JavaScript, mais j'ai surtout, on le voit là, un WebSocket qui est démarré. Et ce WebSocket, si je clique dessus, je vais avoir là des fichiers, des messages binaires qui sont échangés à chaque fois que je vais faire quelque chose sur mon interface graphique pour que ça envoie le message, notamment ici le fait que j'ai cliqué, et que le serveur puisse récupérer cette information. Alors je vais agrandir là, voilà. Voilà. Là, on voit à chaque fois que je clique, chaque fois, il envoie un message au serveur, mais le serveur fait le calcul, dans ce cas-ci, d'augmenter le compteur et me renvoie le résultat. Donc le résultat, c'est pas facile sur un écran qui est aussi petit. Est-ce qu'il est mon zoom ici? Ça, c'est la résolution 1280. Oui, c'est ça, j'ai mis ma résolution 1280. Ouais. Donc là, on voit effectivement quelques données binaires pour faire le remplissage. Et la résolution 1280, ça me permet d'avoir un écran pour les gens qui est suffisamment grand et dans lequel ils voient bien mon écran, tu vois. On voit bien que tu n'as pas la casquette. Voilà. Il n'y a pas assez de soleil à Seattle. Alors, ça, c'est la version serveur. Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisque je suis en mode connecté? Si je fais un CTRL-C, ici, je désactive mon serveur, donc il n'y a plus de serveur qui est à l'écoute, et on le voit bien de l'autre côté. J'ai ici mon application qui me dit qu'il essaie de se reconnecter. Il n'arrive pas à accéder au serveur puisqu'il n'est plus là. Logique. Alors maintenant, le fait de développer une application WebAssembly, ça va permettre notamment de résoudre un peu ce problème-là. C'est toute l'exécution va se trouver côté client. C'est-à-dire qu'il y aura le téléchargement une fois d'un gros paquet d'une DLL complète qui va contenir tout ce qu'il faut pour que le client puisse s'exécuter. Et c'est le client qui, lui, va faire tourner tout ça en interne dans son navigateur puisqu'il aura toutes les fonctionnalités pour le faire. Alors, je vais vous montrer que c'est en gros la même chose. Tous les outils Blazor, Server, WebAssembly, etc., ça se base sur les mêmes philosophies, les mêmes outils. Je vais démarrer mon navigateur, mon explorateur dans le dossier ici, et je vais juste aller modifier quelques fichiers. Quelques fichiers, c'est quoi? D'abord, je vais faire un copier-coller dans mon bloc-notes que j'ai sur le côté. C'est le fichier, bon, je vais laisser le nom serveur.csproj, peu importe, mais non, je vais le démarrer avec zut. Et je ne clique pas sur les bons boutons avec code, voilà. Alors, il va m'afficher une série d'erreurs parce que l'objectif, c'est juste de modifier des fichiers dans ce cas-ci. Donc, je vais ici demander de remplacer le CSproj initial par le CSproj dans lequel je vais demander d'utiliser les packages de WebAssembly, pour que forcément ça marche bien et ça marche mieux avec les packages WebAssembly. Alors, je vous montrerai après, on peut créer ça automatiquement avec une seule commande.
Donc, ça, c'est le premier fichier que je dois modifier. Le deuxième fichier, c'est le démarrage. Oui. On est en mode Barbu Matrix, quoi, un petit peu, hein, quand même. Oui, tout à fait. C'est juste pour montrer en fait que le passage d'un WebAssembly serveur à un assembly d'un mode serveur à un mode WebAssembly, c'est quand même assez facile à faire. C'est jamais que quelques commandes, mais les composants mêmes. Donc mes pages qui sont ici, c'est exactement les mêmes. J'y toucherai même pas, quoi. Je vais même pas rentrer dedans. Et ça va fonctionner à la fin, enfin, du moins j'espère. Donc je change simplement ici le mode de démarrage. Je lui dis la méthode main, ben, j'utilise le WebAssembly Host Builder au lieu d'utiliser le mode service pour démarrer le service de démarrage classique. Je vais simplement lui demander d'enlever les deux hostings puisque je suis plus, donc il y en a un ici et il y en a un là, je suis plus en mode web. Et je vais lui demander de rajouter des usings qui sont les usings fournis par WebAssembly. Voilà. Ensuite, j'ai juste une dernière page à modifier. Et après, je vais juste rajouter et effacer les fichiers qui ne m'intéressent pas. C'est l'import qui se trouve là. C'est là où je demande d'importer tout ce qui est utile à mon projet. Je vais demander, comme pour l'autre, d'enlever les autorisations là qui sont les autorisations serveur et les autorisations de composants qui est ici. Et je lui dis, tu me rajoutes les composants WebAssembly. Encore une fois, pas de panique. Après, je vous montrerai qu'on fait ça en une ligne de commande. Mais c'est juste ici pour montrer qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre, quoi. Le startup.cs, j'en ai plus besoin. Le host qui se trouve dans page, j'en ai plus besoin. Et le error qui se trouve là, j'en ai plus besoin non plus. Et alors, une dernière chose qui me reste à faire, c'est de venir copier l'index, la page index qui se trouve dans mon projet de WebAssembly, donc un projet classique, pour pouvoir faire le démarrage. Pour le moment, j'ai un projet index, j'en ai même pas d'ailleurs, j'aurais eu un projet index qui est le démarrage de mon serveur web. Moi, ce que je vais faire, ce que je vais vouloir faire ici, c'est reprendre ce que j'ai dans mon projet WebAssembly pour dire, voilà la page index qui va faire le chargement du WebAssembly. Et si je n'ai pas envie de faire tout ça, parce que mon dossier WebAssembly ici, il est vide, j'ai juste besoin de demander de faire un Blazor WASM, Blazor WebAssembly. Si je fais ça, il va me créer tous les fichiers, c'est-à-dire tout ce que je viens de faire à la main pour dire voilà comment on se passe d'un serveur à un client. Ben, en gros, il le fait ici en une seule ligne de commande. Et moi, je le fais ici juste pour aller récupérer dans le 3W root l'index et le dossier CSS qui va bien, parce qu'évidemment, comme c'est de l'HTML, il faut que ça tourne en même temps. Et donc, je me retrouve ici, voilà. Et donc là, j'ai maintenant transformé en 3 minutes mon projet serveur en projet WebAssembly. Donc, j'ai juste besoin de faire un .NET Run, comme tout à l'heure, sauf que j'ai plus le même fichier startup, donc forcément, il ne va pas démarrer de la même manière. J'ai plus le même CSproj, et donc il ne va pas charger les mêmes packages. Mais si je me reconnecte sur mon adresse, je vais me retrouver ici avec visuellement la même chose, puisque Microsoft s'est arrangé pour avoir effectivement la même chose qui fonctionne, mais il n'est plus du tout en mode serveur, il est en mode complètement déconnecté WebAssembly. Et comment je vois ça? Et si je reviens à l'intérieur ici de ma source, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais vider la cache. La première chose qu'il fait ici, c'est télécharger toute une série, on voit, de JavaScript ici, notamment un blazorboot.json qui est là, dans lequel on va retrouver l'ensemble de toutes les bibliothèques à télécharger. Ces bibliothèques, elles vont se retrouver dans la partie application local cache storage qui est là. Alors, ici, il est déjà téléchargé. Si je l'enlève, je reviens dans mon network et que je rafraîchis, un petit cache, là, il télécharge vraiment effectivement toutes ces DLL. On les voit. Et là, il y a un paquet de DLL, évidemment. Si je le mets dans l'autre sens, voilà, la plus grosse fait, mscorelib fait 1.5 mégas, system.xml 818K, etc., etc. Ça, il va le faire logiquement qu'une seule fois. Si vous avez déjà le framework installé ou l'application a déjà été faite, si après je refais un retéléchargement, même en vidant la cache, il ne retélécharge plus tous ces éléments-là. Parce qu'il est venu les placer dans application cache storage, donc il les a déjà chargés et versionnés. On voit qu'à chaque fois, il y a un numéro SHA avec en gros le numéro de version, enfin le numéro d'identifiant de la DLL. Et donc, il ne reprend vraiment que les éléments dont il a besoin. Et mon application, elle fonctionne. Et elle fonctionne même si je me mets en mode offline. Je suis en mode complètement déconnecté. Et là, tout fonctionne. Même si, côté client, comme tout à l'heure, je viens désactiver le client.
j'ai toujours mon application, forcément côté client, qui fonctionne. Il n'y a plus besoin d'avoir le serveur. Il a tout téléchargé lui-même. Il n'y a plus de transfert vers le serveur avec du signalaire et des choses comme ça. Il a tout mis en local. Donc voilà, donc en résumé, on peut passer, puisque j'ai absolument rien changé dans les composants, dans les clics des boutons, etc., on peut passer d'un mode serveur à un mode client juste en changeant le startup, en changeant le démarrage, forcément en insérant les bons packages qu'il le faut. Et on peut, si on veut passer directement en commande en .NET New Blazor Wasm, Blazor WebAssembly, ça me crée directement un projet de type WebAssembly sans devoir faire tout ce chipotage comme je l'ai fait ici. Donc, ce qui est vraiment chouette, c'est vrai qu'on a le même programme métier, on a les mêmes composants et ils vont fonctionner. Tu vas juste changer l'environnement extérieur, forcément de connexion, et puis le projet retourne. Et ça, c'est la même chose au niveau de Blazor Desktop. Je peux vous faire voir tout de suite parce que tant qu'on est là. Je te repasse la main, oui, vas-y. Ouais. Au niveau du Blazor, si vous avez bien compris ça, alors je vais partager mon écran global. Voilà, je vais venir sur mon application bureau, d'accord. Donc là, elle fonctionne. Peut-être que tu enlèves ma petite photo là pour que ça ne vienne pas perturber. Tu t'aimes pas. Alors, je vais couper ça, il me casse la tête, ce truc. Voilà, il me casse la tête toujours. Ah, voilà. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Donc, je suis dans une application desktop Blazor Desktop, d'accord. Donc, je vais couper ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit à droite? On n'est absolument pas perdu. C'est la même chose. On a dossier page, dossier partagé, CSS, HTML, exactement. Et qu'est-ce qu'on a ici au démarrage? Il va lancer un composant desktop. Alors ça, c'est la WebView, le nom de l'application, et puis c'est la page d'appel. Au niveau du startup CS, c'est tout. Il va lancer le première vue app. Et on a nos pages. Comme d'habitude, en fait, il n'y a rien qui va être embêtant, quoi. Là, on n'est pas perdu. On a ce petit truc-là qui est tout nouveau et qui est en ultra bêta. C'est le Web Window. Alors, parce que dans les blogs, Microsoft, il va pas dire WebView. Il va dire plus Web Window, mais c'est du ultra bêta. Donc, c'est ce package qui est là, qui est la différence fondamentale dans une application WebAssembly serveur, fondamentale. On va le voir juste après. On va faire une comparaison de tout ça. Et si on regarde juste comme ça en petit coup d'œil au niveau mobile, alors au niveau mobile, là, il y a un peu plus de différence, mais fondamentalement, je vais avoir des parties propres à Xamarin iOS, Android. Donc là, les ressources, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Mais finalement, mon code, il est ici, moi. Moi, ce que je vais développer, alors au niveau de l'app, si vous avez déjà fait un peu de mobile, on a le OnStart, le OnSleep, le OnResume qui est assez traditionnel pour la vie de l'application. Mais dans mon counter de tout à l'heure, ça change. Je suis d'accord avec vous, mais le code en dessous, alors s'il est behind, on ne dit pas behind, mais dans le point CS de la vue, ou à l'intérieur de behind, ou à l'intérieur de la page de l'interface, ça change. C'est ça qu'il faut juste apprendre parce qu'on n'est plus en HTML, on n'est plus dans du HTML, on utilise Blazor, mais le principe, vous voyez, c'est absolument pas perturbant. Il faut peut-être juste expliquer effectivement qu'en termes de Blazor, techniquement, la syntaxe derrière qui est utilisée, soit c'est du C# forcément dans des fichiers C# avec des bibliothèques qu'on hérite, notamment des bibliothèques de type component base pour avoir un composant étant vraiment la base en termes de Blazor. Mais on a déjà eu un podcast dans lequel on a déjà expliqué un petit peu tous ces éléments-là au préalable. Mais sinon, le grand principe, c'est que dans la page, que ce soit HTML ou on voit ici même la page en Xamarin, on a juste besoin de rajouter arrobase. Et puis, @code, on met du code complet, ou @ et le nom d'une lambda, le nom d'une variable qu'on veut utiliser. Et ça, c'est vachement pratique. Parce que du coup, on peut faire des tests, on peut faire @if, on peut faire @for each, et boucler directement, comme on le faisait en Razor, pour ceux qui en ont déjà fait en ASP.NET. On fait exactement la même chose, mais sur l'interface graphique, là en Xamarin, ou bien on le fait côté web client avec des WebAssembly. Et c'est exactement la même logique, la même syntaxe, le même code.
Si vous passez du WebAssembly au Xamarin par après, à part forcément les composants Frame ou Stackleo dans ce cas-ci, parce que c'est pas du web, c'est pas de l'HTML, pour tout le reste, c'est du C# et c'est exactement le même projet, quoi. Il y a juste le startup qui change. Ouais, donc ça, c'est vraiment chouette. Tout à l'heure, tu nous as expliqué du coup un petit peu ce qui se passait derrière. Il y a une slide qui est assez connue, mais celle-là, du coup, elle est plus facile à comprendre. Je te laisse un peu la parole. Oui, c'est exactement ce que j'ai montré, ce que j'ai dit. Donc à gauche, on a les aspects WebAssembly et à droite, on a l'aspect serveur. Donc, c'est-à-dire à gauche, WebAssembly, il télécharge toutes les DLL, il télécharge tout en local dans le navigateur. Donc, on se trouve avec la sécurité du navigateur. Donc, il n'y a pas possibilité d'aller chercher des fichiers ou de faire du piratage de la machine. C'est comme une page web, mais avec l'exécution de DLL et donc du code compilé C# derrière cette page. Et donc, on a ce qu'on appelle une single page application, c'est comme de l'Angular ou des applications comme ça. On télécharge tout dans le navigateur et c'est exécuté entièrement dans le navigateur, comme si on avait juste un support, un conteneur, et on va pouvoir faire la liaison avec le DOM pour mettre à jour, évidemment, l'interface graphique. Et côté serveur, là, c'est Signalair qui va faire les échanges. Donc, dès qu'on fait une modification sur l'interface graphique, il envoie juste une toute petite commande au serveur en disant « Tiens, on vient de cliquer. Tiens, on vient de modifier une zone de texte. Tiens, on vient de sélectionner un élément dans une liste. » Et le serveur, il a l'état, donc il y a une notion d'état conservé sur le serveur. Il sait dans quel état se trouve le client et il lui renvoie juste les données modifiées, juste les quelques petits paramètres. Il ne va pas renvoyer toute la page, juste les petits paramètres pour dire tiens, voilà, il faut changer cette information-là et elle va être mise à jour, du coup, cette page sur le côté client. Donc ça permet vraiment de faire du temps réel, quoi. Et c'est transparent pour le dev. Franchement, c'est entièrement transparent. C'est ça l'intérêt, c'est que le développeur, il modifie la donnée comme s'il était en local, comme s'il était sur une page WebAssembly classique, et c'est le Signalair et c'est toute la techno-Blazor qui se charge de tout, quoi. Alors, j'ai mis un petit lien parce qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui me demandent oui, mais comme le serveur, il doit mouliner derrière, ça demande beaucoup de ressources, combien on peut avoir de personnes, etc. Vous pourrez aller voir sur ce lien-là, si on clique dessus. C'est globalement, Microsoft a fait quelques essais sur une machine serveur classique. Il faut compter de mémoire, c'est 270. Si tu fais une recherche sur la valeur 5000, tu vas la retrouver dedans parce qu'il y a 5000 clients. Non, il y a 5, c'est à l'anglais, il faut 5,00. 00, voilà. Donc, il y a 273 kilobytes par utilisateur globalement qui sont utilisés. Donc, ils estiment que si on a besoin d'avoir 5000 utilisations concurrentes, évidemment, c'est toujours le nombre de personnes concurrentes qui sont mises sur le système, c'est une machine et un serveur, on va dire, de base qu'on peut trouver dans Azure pour des budgets acceptables, d'environ à peu près 1,5 giga, c'est 1,3 giga de mémoire à utiliser, par exemple. Donc, c'est globalement 250 kilos de mémoire pour des applications de base. Hyper acceptable. Hyper acceptable, ouais. Alors après, évidemment, si votre application, il y a beaucoup de données, beaucoup de traitements, là, forcément. Plus grosse machine. Est-ce que ça va jouer? Oui. Ça va jouer, ça dépend effectivement. Si on fait une connexion à une DB qui a beaucoup de données qui sont récupérées, il y aura besoin d'avoir plus de mémoire pour ça. Mais ça, toute application sera dans ce cas-là, quoi. Justement, les pour et les contre entre le serveur. Oui. Alors, les pour et les contre, c'est au niveau de WebAssembly, le grand intérêt, et c'est beaucoup d'applications qui sont développées comme ça depuis quelques années maintenant, c'est du single page application. C'est-à-dire on tient compte du client, et c'est le client qui utilise ses propres ressources pour faire tourner l'application, donc on n'a pas besoin d'avoir un serveur. Et du coup, forcément, on a un support offline et des sites statiques assez faciles. L'inconvénient du WebAssembly, et c'est surtout cet aspect-là que Microsoft a essayé d'améliorer dans les quelques derniers mois, c'est la taille à télécharger. Alors, par rapport à d'autres langages, notamment, je parle beaucoup d'Angular, mais on est à peu près dans les mêmes capacités, les mêmes quantités. Il faut estimer qu'il y a à peu près entre 6 et 8 mégas de DLL à télécharger une seule fois. Parce qu'après, je vous l'ai montré, après, ils sont mis en cache. Et donc c'est vrai que c'est plus à destination, moi je me dis souvent, plus à destination d'applications de type d'applications métiers ou pour des utilisateurs internes à une entreprise, des choses comme ça. Pour un intranet, un site présentation, site public, c'est pas l'objectif non plus. Par contre, Blazor Server, du coup, lui, l'intérêt, c'est qu'il y a peu de téléchargement. Il télécharge que quelques cas. Il y a peut-être une centaine de cas au départ avec c'est l'HTML, un fichier JavaScript de démarrage, et c'est tout. Ouais. L'architecture est simplifiée. On ne quitte pas le serveur, donc si vous avez besoin d'accéder à des ressources, vous avez accès à tout le serveur. Faites ce que vous voulez, puisque vous êtes sur le serveur pour accéder à votre Active Directory, pour accéder à des ressources, à des bases de données, etc. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une petite latence, puisque quand on clique sur un bouton, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure,
c'est pas exécuté en local, c'est exécuté sur le serveur. Donc ça dépend de la performance. Mais c'est encore une fois que quelques bytes qui sont transférés. C'est pas des pages complètes, quoi. C'est un peu comme de l'Ajax, comme on l'avait au préalable. D'ailleurs, Signalair, de base, fonctionne avec des WebSockets, mais en fonction du navigateur, il peut réduire et arriver même sur des fonctionnalités type Ajax si jamais les fonctions Signalair de base ou WebSocket ne sont pas disponibles. Je me demandais si dans une application serveur Web API, il serait, alors je sais pas, il serait pas à des moments utile de créer une application WebAssembly, une partie de l'application web serveur qui serait déportée en WebAssembly à des moments donnés de la vie du logiciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'intérêt. Souvent, d'ailleurs, avec Angular, c'est ce qu'on fait aussi depuis des années et WebAssembly peut servir à ça. C'est tout l'aspect, ce que j'appelle présentation, est fait côté client, donc en WebAssembly. Et quand on doit remplir des listes, on interroge juste une Web API sur le serveur pour dire, tiens, donne-moi le contenu de la liste. Mais on lui demande pas de renvoyer le résultat graphique, on ne demande pas de l'HTML, on lui dit, donne-moi juste les éléments de la liste à remplir. Voilà la valeur de la textbox à devoir afficher. Et cette donnée-là, le WebAssembly va se charger via des variables, ma variable, va directement venir le remplir dans le WebAssembly. Donc c'est effectivement plus de cette manière-là. Si on est en WebAssembly, c'est en général plutôt WebAssembly et Web API pour faire la communication. Si on est en Blazor Server, toute cette com, elle est faite automatiquement, quoi. C'est un peu, il y a une nouvelle tendance maintenant, c'est le gRPC, gRPC, je dis bien, c'est ça, ouais. Qui plus initié par Google. Signalair est un peu dans la même philosophie. C'est faire des échanges de ce type-là, et on ne s'occupe de rien. C'est lui qui se charge de faire cette communication. Elle est binaire, elle est en HTTP ou en HTTP2 par après, quand tout ça sera un peu plus évolué, plus avancé. Mais donc, il gère ça pour nous de manière totalement automatisée. Le mois prochain, il y a un podcast sur le gRPC d'ailleurs, sur DevOps. Oui, alors, gRPC étant plus orienté communication serveur-serveur que serveur-client. Mais il y a une chose moi j'ai deux petites remarques. Il y a une première remarque, c'est ce qui est de drôle, c'est que dans tout ce qui est application type SPA, donc que ce soit aussi bien Angular que React, le début était de développer des applications côté client et ensuite d'avoir des fonctionnalités qui s'exécutent côté serveur. Alors que là, ça a été l'inverse au niveau de Blazor, où ça a été d'abord développement côté serveur et ensuite développement côté WebAssembly. Derrière, avec derrière la problématique qui est tout ce qui est SEO, qui pour tout ce qui est SPA n'est pas supporté, quoi, de façon très claire, alors que avec un Blazor Server, le SEO est supporté, quoi. Oui. Mais je pense aussi qu'il y a une question, quand Microsoft a sorti le terme Blazor et ce qui existait derrière, il y a eu un engouement et eux ils se sont dit, je suppose, oui, on a la possibilité de faire quelque chose de très similaire et donc de rentrer dans cette logique de technologie Blazor qui n'est pas uniquement WebAssembly et de sortir quelque chose assez rapidement. Et il y en a beaucoup de personnes qui ont été déçues du coup en disant on nous annonce un Blazor WebAssembly et on a un Blazor Server, c'est pas ça qu'on voulait, quoi. Oui, c'est Proms. Voilà. Voilà. Donc je pense vraiment que j'espère en tout cas ce mois-ci, que l'attente qu'on a sur Blazor, puisque pour moi Blazor à la base c'était le WebAssembly, que ça va arriver seulement maintenant, quoi. Mais c'est jamais que du bonus, avoir un Blazor Server, un Blazor WebAssembly qui sont compatibles l'un avec l'autre. Moi avec ça je suis aux anges, quoi. Mais c'est effectivement Blazor WebAssembly. Les premières démos qu'on a eues il y a 2 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, c'était Blazor WebAssembly et on ne parlait même pas de Blazor Server, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait au départ du podcast, Blazor est né parce que le WebAssembly est sorti. Sinon, Blazor ne serait absolument... il n'aurait pas été pensé, quoi. Mais c'est bien que Microsoft ait même réfléchi un peu plus loin que juste dire on fait du WebAssembly. C'est qu'il a d'abord sorti la version serveur et il est en train de réfléchir, comme tu l'as montré Christophe, à d'autres solutions, des solutions hybrides, des solutions natives, etc., quoi. Alors justement, en parlant on va continuer un petit peu et j'ai fait une comparaison pour vous faire voir un peu que c'est quasiment pareil des solutions dans Visual Studio. C'est la suite, voilà, c'est ça. Je vous ai comparé les mêmes projets, vides au départ, sauf que j'ai pas mis, parce que 1 heure après, j'avais seulement le sample de Blazor Desktop. Il dit
aussi des Blazor hybrides. Donc à gauche de WebAssembly PWA qui est quasiment la même chose, sauf que vous rajoutez effectivement le service worker dans votre solution. Enfin, ça se fait tout seul maintenant. Hein. Moi, j'ai dû le faire à la main, ça n'existait pas encore. Bon, il y a l'icône aussi qui est dedans et le manifeste JSON qui contient, je sais plus quoi d'ailleurs. Plusieurs formations de présentation. Ouais, c'est ça. Et donc, il va se charger de récupérer, c'est dans le service worker, ce qu'il faut, c'est-à-dire quel fichier on a besoin de récupérer côté client. Donc, il n'y a pas grand-chose. Niveau serveur, oui, là, bien sûr, il y a du changement. On n'a plus besoin d'embarquer les packages. Et puis, bon, il y a quelques modifications au niveau de la page index, qui est le host CHTML. Mais ceci dit, c'est la même chose. Et puis, startup.cs. Ouais. Et enfin, vers le native, alors là, c'est très différent. C'est là que j'aurais dû mettre à la place du natif, parce que le natif est quand même un petit peu différent. J'aurais dû mettre la partie hybride où là, c'est ni plus ni moins que comme le serveur, mais on a vous l'avez vu tout à l'heure, le package web window. Et c'est tout, quoi. Ça dépend vraiment de quoi on a besoin. Hein. C'est, comme on le disait, WebAssembly, avec les avantages et inconvénients qu'on a cités, c'est vraiment single page application. PWA, c'est on prend un navigateur et on en fait une simulation, un simulacre d'application desktop. Si on veut vraiment faire une application desktop native et avoir accès à toutes les fonctionnalités, par exemple sur un téléphone, gyroscope, je sais pas moi, gestion de fichiers ou gestion de tous les capteurs qu'on veut, c'est natif. Donc on a vraiment la panoplie complète de ce qu'on pourrait faire avec 80% ou 90% des fonctionnalités qui sont communes, quoi. C'est les mêmes fichiers, les mêmes bibliothèques, donc et c'est ça l'intérêt. J'ai pas réfléchi à ça, mais je pose la question parce que on pourra peut-être quand même faire une solution où on aura embarqué un native avec un serveur, un native avec un PWA. Non, ça n'a aucun intérêt ça. Native et serveur du coup. Parce que oui, mais pour les aspects bibliothèque, parce que là, comme tu l'as montré, dans l'aspect native, comme on utilise le Xamarin et que de l'autre côté c'est de l'HTML, s'il y a du front-end, il y a du visuel qui est un peu différent. Mais les bibliothèques de gestion, elles sont les mêmes. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Alors, juste une parenthèse, pour le PWA, je vais faire la pub aussi à David Rousset, travaille maintenant sur un projet qui s'appelle PWA Builder. Donc, une fois que vous avez créé votre application, vous allez sur ce site-là, il va vous le vérifier, vous empaquetez tout ça comme il faut pour que tout ça fonctionne. Voilà. Vous voyez mon écran, donc c'est ça, hein, vous mettez votre URL de site web, par exemple, je sais pas moi, un site au pif, par exemple, une application Blazor qui a été développée en PWA, avant que PWA soit directement dans le template. Donc là, on va voir tous les défauts que j'ai fait, parce que j'en ai chié comme un putois. Le manifeste, le service worker. Les 40 sur 40 manifestes. Hein. Ouais, je suis pas mauvais de ce côté-là. Je suis pas mauvais service worker. Ouais. Ouais, ça va. Et security, ça va aussi, ouais. Non, c'est bon. Ça va. Alors, sauf que je vais vous raconter la petite histoire un peu rigolote, c'est que du coup, j'ai merdouillé dans le service worker. Vous savez, quand vous faites une PWA, vous allez pouvoir définir des rôles, une stratégie, je sais pas comment on va dire ça. C'est-à-dire, est-ce que je vérifie d'abord le serveur si je suis à jour? Bref, il y a différents trucs. Et moi, du coup, si vous l'installez, vous serez jamais à jour. Elle va jamais regarder ailleurs. On l'installe une fois et c'est bon, quoi. C'est ça? Ouais, moi, oui. En fait, quand je code, c'est tout de suite bien, quoi. Mais ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que je pense, quand tu es en dessous, tu vas pouvoir directement télécharger les packages pour Android ou pour iOS pour directement pouvoir les publier sur leur store. Ouais, non, mais le truc, il est. Mais je l'avais quelque part, je sais plus où. Ouais, si, il y a ça quelque part. Ouais, mais il faut peut-être que tu corriges ton service worker d'abord. Hein. Non, le service worker, là, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de push manager, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Le serveur ne peut pas notifier son application comme quoi il y a, je sais pas, il y a un nouveau truc qui apparaît, quoi. Ah ouais. C'est pas forcément indispensable, quoi. C'est le bouton Build My PWA qui est au-dessus que tu dois cliquer, Christophe. Et... En tous les cas, juste une petite remarque concernant les applications PWA. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps. Il y a le support des jump lists avec Microsoft Edge qui va être apporté prochainement. Ah bon, je n'ai pas suivi ça. Non, mais bon, Google et Microsoft font énormément d'efforts en ce moment sur tout ce qui est développement d'applications PWA. Non, c'est sympa. Ok. En parlant de PWA, juste avant, voilà un peu le spectre
le spectre visuel, alors je dis le spectre parce qu'au départ c'était un dégradé de couleurs, mais comme Denis l'a retraduit en français, le slide, il n'y a plus mieux le spectre des couleurs. Entre la partie tout en haut qui est serveur et la partie, la partie web vers la partie desktop, plus ou moins web, hein, s'il y a des connexions. Donc voilà un petit peu l'ensemble des possibilités, sachant que vous serez peut-être d'accord avec moi, la partie Blazor WebAssembly et Blazor PWA, pour moi, ne devrait faire qu'un point, parce que pour moi, le PWA est juste une fonctionnalité de Blazor WebAssembly. Non, une façon de développer, quoi. Le terme natif qu'on voit ici, je ne sais pas si on voit mon pointeur de souris, bon, c'est pour ça que parfois dans les blogs de Daniel Ross et Sanderson, ils parlent de Blazor Hybrid Desktop App. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu plus... Qui utilise Electron. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont déjà travaillé avec ça pour faire des applications empaquetées. Ils utilisent souvent Electron ou WebView. Ouais, on en parlera juste après. Ouais, Christophe va nous expliquer pourquoi il y a les deux d'ailleurs. Ouais. Au niveau PWA, nous sommes dans le sujet. Ben, voilà ce que c'est. Bon, PWA, c'est une application web qui utilise des normes modernes, des normes à jour du web, pour une expérience utilisateur qui va être au plus proche des applications natives des stores des smartphones. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, on fait effectivement, ça va fonctionner, ça va pouvoir fonctionner hors ligne. On va pouvoir l'installer sur l'OS au même titre qu'une application du store. On l'a vu tout à l'heure dans la démo dès le départ. Hein. J'ai pu installer mon application dans le système Windows 10, au même titre que sur un smartphone, elle serait installée dans mon système avec une icône. Et du coup, Denis, on faisait la remarque, effectivement, on va la retrouver sur Windows 10 dans mes logiciels installés, les applications. Ça, je ne savais pas, mais effectivement, si on prend un site web conçu pour PWA ou une application comme tu l'as montré tout à l'heure, on l'installe et puis derrière... Ici, on voit bien qu'elle est là-haut, hein, elle est tout en haut. Et si je veux la désinstaller, je fais clic droit, désinstaller, et il va m'ouvrir normalement. Voilà, elle se trouve ici. C'est fou, hein, c'est génial quand même. Pour un utilisateur qui ne connaît pas la technique, pour lui, il a l'impression que c'est une vraie application installée sur son PC. Hein. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Oui. Réactif et rapide, oui. Et puis, on a les systèmes de push notification, ça se dit pas en français, ça, mais enfin bref, les petites, bref, ça c'est génial. Je vous propose, c'est de passer maintenant au desktop app. Et là, les captures écran, je vous ai montré moi celle de gauche, mais comme vous le voyez, ça va marcher la même chose, le même rendu, parce que c'est du web, de la vue de HTML, CSS sur Apple et en dessous sur Linux, Ubuntu a priori. Oui, parce que en gros, c'est juste, on prend un navigateur, on l'empaque on parlait d'Electron tout à l'heure, mais tu vas nous parler de WebView après, on l'empaque dans un truc, et ça l'affiche simplement en application, on enlève simplement la barre d'adresse et des choses comme ça, mais à l'intérieur, c'est du web. Hein. Ouais, alors ici, on a vraiment une application .NET qui est native, elles sont rendues, donc l'interface graphique est basée sur une WebView, on réutilise les mêmes composants que ce qu'on aurait fait sur Blazor WebAssembly ou Blazor Server. Oui, et je t'interromps, on ne l'a pas dit, on réutilise les mêmes composants, mais comme toutes ces technologies-là sont compatibles .NET standard, donc .NET Core, on réutilise tous les composants qui existent. C'est-à-dire n'importe quel composant .NET Core, forcément pas graphique, ou du moins qui fait du rendu HTML, mais tous les composants fonctionnels, je prends Entity Framework, Newtonsoft pour faire du JSON ou pour tout ce que vous voulez, des connexions ADDB, vous pouvez les réutiliser tels quels, juste ajouter le package NuGet. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Ouais. Et puis accès complet aux fonctionnalités natives du bureau, enfin de l'OS en fait. Ouais. Et bien sûr, ça fonctionne offline ou online si vous avez des connexions avec une base de données extérieure. Alors, tout à l'heure, on parlait de WebView et Electron. Alors, c'est quand même deux technos. Tout au départ, alors je réinsiste dessus, c'est un projet de chez Beta, voire Gamma, Epsilon, Zeta, chez Microsoft. Donc, Electron et WebView. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit au niveau d'Electron ? C'est un peu lourd pour une application. On le voit ici, Electron avec une application vide, c'est-à-dire que simplement sur Windows, tout en haut, la barre orange, ça fait quand même 60 mégas, quoi.
c'est un peu lourd. Alors si on prend une application Blazor de base, elle toute seule sur le bureau Windows, elle fait que 800 kilos, quoi. Donc vous imaginez, le ratio, il est quand même conséquent. Donc Microsoft a décidé de redévelopper, d'utiliser ce qu'il avait besoin. Alors Electron, c'est très très bien. Ça a été développé c'est tout récent, hein, c'est 2014, il me semble. Et on a, il y a quoi comme qui utilise ça déjà? C'est je sais plus. Slack? Non, c'est pas Teams. Non, Slack, il n'a pas été développé en Xamarin. Je crois que Teams, il a été développé avec Electron derrière, non? Je crois il n'y a pas Visual Studio Code? VS Code aussi, oui, je pense aussi. Ouais. Messenger de Facebook et Slack sur Windows 10, c'est aussi de l'Electron. Ah ouais. Ouais, si c'est ça. Mais je veux dire, c'est bien, mais là, l'équipe se disait que c'est peut-être un peu lourd. Donc on va se faire une WebView à nous et puis en fait enlever ce qu'on n'a pas besoin. Et du coup là, ils appellent ça maintenant, comme on le disait tout à l'heure, Web Window. Et puis on voit quand même qu'on réduit on divise par 2 le poids, et c'est pas négligeable, mais pas du tout. Et c'est vraiment quasiment du 100% divisé par 2. Et là, c'est intéressant. Et forcément, si on divise ce qu'il y a au niveau poids logiciel, au niveau mémoire, c'est juste après. Si j'arrive à... Pardon. Voilà. C'est quasiment la même chose au niveau, utilisation mémoire, quoi, ouais. De la mémoire. Forcément, ça me paraît extrêmement lié. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tiens, juste une petite parenthèse au niveau de hybride. J'ai une petite vue. Voilà ce qui se passe dans le dossier quand vous compilez. Ça se trouve ici, dans binaire, dans release. On y arrive, voilà. En fait, ça, c'est ma petite application. Alors, elle est toute petite, c'est pas ce qui va m'intéresser, ça va plutôt être ça. Ici, on a juste un point .exe qui est tout rikiki. Et après, on a la WebView qui est ici, plein de packages, tout ce qui va, ça en fait on s'en fiche, ça va être pour moi le moteur, en fait, ce qui va faire tourner ce qu'il faut, puis en fait on a notre petite app qui est là, et puis j'exécute comme au même titre qu'un logiciel, et voilà quoi. Et on retrouve la même que tout à l'heure, ouais. Ah ouais, mais ça me fait, voilà, vous imaginez l'adjectif, c'est très génial quoi. Et puis bon, c'est pas très très lourd. Et on a ça ici, alors tiens, j'ai pas cliqué dessus, vas-y, fais-moi voir ce qu'il y a. C'est loading et ça va pas plus loin quoi. C'est comme si je lançais mon application WebAssembly quoi. Ouais, à mon avis, ils trouvent pas les fichiers qui sont derrière, ils sont peut-être pas référencés de la bonne manière. Ouais. Enfin bref, voilà. Ok. Et ça, c'est l'architecture des bibliothèques, c'est ça? Alors là, on est arrivé sur le slide au niveau de mobile. On a vu tout à l'heure l'intérieur des solutions. Là, c'est l'explication du principe de fonctionnement. L'explication technique, quoi, ouais. De l'architecture au niveau natif mobile, Blazor, mobile Blazor Binding. Des bibliothèques avec les spécificités Android, les spécificités iOS, ça c'est vraiment plus lié avec Xamarin. Et on le voit d'ailleurs, ils essayent d'avoir l'application qui est partagée par les interfaces graphiques, donc une DLL qui va utiliser du code de l'un ou de l'autre. C'est ce que tu as montré tout à l'heure, hein, tu avais 3 projets, un projet iOS, un projet Android et puis un projet commun. Et ça va utiliser la bibliothèque Microsoft Mobile Blazor Bindings qui fait la liaison. Et là, tu auras le choix. Soit tu dis, tiens, je vais faire des composants Blazor en ASP.NET, en web, soit je vais faire des utilisations en Xamarin Forms. On ne peut pas faire les deux. Utiliser le natif. Point d'exclamation, on ne peut pas faire les deux sur une même application native. À mon avis, avec 2 CS proches, on peut. C'est comme moi j'avais déjà fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, transformer une application serveur en WebAssembly. Comme tout est commun excepté le projet de démarrage, tu crées 2 CS proches, donc 2 projets différents avec 2 boots de fichiers de démarrage. Et puis le reste, tu fais pointer sur les mêmes fichiers de code. Donc, et ça marche. D'accord. Entre serveur et WebAssembly, ça marche. Donc là, on verra, mais je suppose que ça marche de la même manière. En parlant de composants, à l'heure actuelle, il y a ce qui est très intéressant, et toi, tu l'avais souligné très tôt, Denis, au niveau de Blazor, c'est-à-dire que dès que tu as vu que Telerik, tout ça, faisait des composants, tu dis là, ça commence à être bon pour le truc, parce que c'est comme des grosses boîtes qui investissent au niveau de Blazor depuis quelques années. Donc, voici un petit peu ce que nous, on a sélectionné.
comme composant graphique. Et c'est vrai que ça, c'est souvent une question qu'on nous demande, c'est quand on veut faire du développement, forcément revient la question, oui, mais graphiquement, il faut que ce soit joli, quoi. Qu'est-ce que je prends? Dès le départ, quand vous installez un template, il va y avoir à l'intérieur Bootstrap. Oui, parce qu'on peut utiliser, Bootstrap étant quand même largement connu, vous êtes, si vous faites du web, vous faites 100% votre partie développement d'interface graphique avec Bootstrap, comme vous avez l'habitude si vous feriez un site traditionnel. Alors ici, il y a MadBlazor. Donc MadBlazor, c'est Material Blazor. En fait, c'est refaire le Material Design de Google. Ouais. Donc, je vais vous proposer de cliquer dessus et d'ouvrir ce qu'ils font. Donc, ici, on va avoir un rendu de... avec les boutons. À la matériel, quoi. Moi, je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est plus adapté à des vu la taille des composants, plus adapté à des designs de mobile. Sur téléphone, je trouve ça nickel. Je suis d'accord. Moi, pour l'instant, vous l'avez vu tout à l'heure au début du podcast, j'ai utilisé ça en partie. Du coup, effectivement, si je mets mon app au niveau mobile, ça marche super bien directement. Au niveau de mon gros doigt sur mon téléphone, c'est tip top, quoi. C'est ça. Donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a une communauté qui travaille là-dessus et c'est pas mal. Ensuite, on a 5 fusions. Donc, s'il veut bien. Blazor, Syncfusion, ouais. Contrôle. Il s'ouvre où? Là. Voilà. Alors 5 fusions déjà, c'est je trouve très pas mal, sympa comme tout, très riche en tout cas. On a un calendrier ici qui est pas mal et du coup moi je suis en train j'ai lorgné là-dessus tout à l'heure. Alors là on est en WebAssembly, semble-t-il, vu la rapidité exemplaire de chargement. Ouais, c'est toujours ce qui m'avait frappé un petit peu. Moi, c'est les composants de Syncfusion. Je les trouve très jolis. Tu peux changer, tu as un choose theme en haut qui permet de changer de thème et d'avoir autre chose si tu veux. Mais je sais pas, j'ai à chaque fois toujours eu l'impression qu'il y avait un effet de latence, un effet de ralentissement qui m'ennuie. Alors, j'ai pas été développé avec, donc je sais pas si c'est l'effet démo ou que l'utilisation globale de ce type-là, mais ça donne pas une bonne impression quand tu essaies d'y accéder. Ouais, mais ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup, ouais. Et ça, justement, ils ont beaucoup et je me demande mais j'ai pas été encore une fois creusé derrière, je me demande s'ils les ont pas redéveloppés complètement, mais ils ont plutôt fait des passerelles avec du JavaScript existant, parce que forcément, on l'a pas dit, mais Blazor peut se connecter à des bibliothèques JavaScript sans problème, peut faire de l'interopérabilité avec le JavaScript. Donc, s'ils ont des bibliothèques JavaScript existantes et qu'ils se sont connectés dessus, ça marche, mais peut-être que ça fait un effet de lenteur derrière, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a tout disponible et puis ils continuent à en développer. C'est vraiment pas mal. Jetez un coup d'œil. Radzone. Oui, celui-là je le connaissais pas et c'est vrai qu'il a l'air cool. Alors celui-là, il a l'air vraiment sympa, très sobre. Je dirais, ça fait très application professionnelle. Moi j'aime bien. Ils ont ajouté celui-là il y a pas longtemps, il me semble. D'ailleurs, je l'ai vu passer sur Twitter récemment. Non, il est très riche. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ils font des belles choses. Et c'est rapide. Hein. Regarde, tu vois la différence. Hein. Ouais, non, c'est ça. Non, tout à fait. Donc c'est chouette. On va aller voir tout de suite enfin DevExpress, qui est pas mal aussi celui-là. Clic, voilà, ça arrive. Alors, pareil, ils sont rapides. Ça fait des super trucs. Très orienté sur les graphiques aussi, les très riches. Très très riche. C'est sympa comme tout. On retrouve après les boutons là, ils ont pas. Mais c'est vraiment sympathique et moi j'aime bien. Enfin, Telerik. Ah, ça c'est mon préféré. Ça. Ouais, je sais, c'est terrible, on ne sait pas pourquoi. Alors, il a un inconvénient majeur, Telerik. Enfin, je dis mon préféré parce que nous, on l'a utilisé en jQuery, on l'utilise en Angular. On va commencer à regarder à l'utiliser avec Blazor. Il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est payant, contrairement à d'autres. Mais pour une entreprise, c'est payant, je crois que c'est l'ordre de 700 ou 800 $. Je te le fais voir juste après, ouais. Mais pour une entreprise, c'est pas trop dérangeant parce que ça va encore. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut faire un petit développement, ça, je trouve ça en plus embêtant. Par contre, il a du support et nous, on a toujours été très contents des composants. Ils fonctionnent toujours. Et ils sont super jolis. Oui, et on peut changer les thèmes aussi. On a même un theme builder quelque part qui est compatible avec tous les frameworks, d'ailleurs, que ce soit jQuery, Angular et autres.
on peut créer des CSS compatibles avec tout ça, donc y compris celui de Blazor. Et je le trouve très joli aussi. Ouais. Ouais. Non, mais eux, franchement, c'est pour moi, ça, c'est la Rolls-Royce des trucs. Ouais. Et l'avantage chez eux, parce que je suis le développeur sur Twitter depuis pas mal de temps aussi, c'est qu'ils ont tout redéveloppé from scratch. Donc, ils ne sont pas repartis des composants existants, notamment, je parlais de jQuery, par exemple, ou des JavaScript, CSS qui existaient. Ils ont refait vraiment les composants en Blazor. Donc, on a une rapidité de traitement en Blazor. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire, ceux-là. Alors, justement, on parlait de prix. Certains sont gratuits, certains sont payants. Juste avant, cette ligne-là, Adrien Toris, Awesome Blazor, il a recensé toutes les choses. Je ne sais pas si je vais dire choses. Tous les trucs autour de Blazor. Tous les liens. Awesome Blazor. Ouais, ça va être de la doc. Ouais. Des samples, tout ce qui est au niveau du cloud, les CMS, tous les jeux. Voilà, vous retrouverez, c'est la bibliothèque. C'est la Bible un peu du. Vous cherchez un truc, allez d'abord là-dedans parce que il va prendre un peu au départ les meilleurs, quoi. Et c'est chouette, quoi. Franchement. Et puis lui, on l'aime vraiment bien, lui, parce que, dis-moi, si je ne me trompe pas, il a référencé un podcast de DevApps dedans, je pense. Un seul, tu penses? Un seul? Il y en a plusieurs? Bah oui. Alors, on va descendre, putain, parce que oui. En fait, pour vous faire voir que c'est juste monstrueux. Tu fais une recherche sur DevApps. Podcast, parce qu'il va référencer tous les podcasts. Et dans les podcasts, si vous regardez DevApps, voilà. Oui, quand même. Le 44 et le 47. Alors celui-là, franchement, je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'on a parlé de Blazor dedans, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il aurait écouté. En français. Et qu'il a écouté en espagnol. En russe, le mec, les autres. Il est amazing. C'est amazing Blazor. C'est extraordinaire. Bon. Allez, pour finir, les prix. Donc là, j'ai un peu fait un tableau des différents produits que nous avons présentés. Alors, Matt Blazor, il est gratuit. Il y a des contributeurs. Il y en a un qui est formidable d'ailleurs là-dedans. Vous irez faire un tour. Il y a un contributeur, franchement, le mec, waouh. On l'applaudit. T'as contribué, c'est ça? Ouais. Alors ensuite, on a Ranzan, c'est gratuit, mais il y a le support qui est payant. Et ça, c'est pas mal parce que leurs composants, à part qu'ils soient lourds, mais on peut avoir ça, quoi. Et si vous avez une entreprise qui fait moins de X chiffre d'affaires, ben vous l'avez. Je crois que c'est chez eux, mais je doute. Je me demande si c'est pas 5 fusions. Je crois que 5 fusions, c'est ça, quoi. Mais bon, c'est pas cher, mais c'est à l'année. Bon, parce qu'après tout, des composants, tu peux dire je l'achète et je ne me mets pas à jour. Bon, admettons. DevExpress, voilà, après, tous les autres, ça va être $1000, quoi. Ouais, mais tous les autres, c'est des sociétés avec du support, donc ça dépend ce qu'on cherche aussi. Hein. Je dis, quand on est dans une entreprise, par exemple chez nous, c'était un critère de décision de dire on veut quelque chose avec un répondant derrière. Si on a un problème, on veut quelqu'un qu'on puisse contacter pour avoir du support et avoir une réponse, quoi. Un contournement ou une nouvelle mise à jour, etc. Ça, c'est le genre de choses qui est souvent indispensable dans les entreprises. Et 5 fusions, il me semble qu'il y a, parce que j'ai pris ça, pour les petites entreprises, vous avez le droit à un truc gratuit. Il y a une sorte de truc... Écoute, je ne saurais pas vous le dire là, mais ça existe. Et je crois que c'est chez eux, parce que d'ailleurs, je vois que j'ai un compte là-haut et je ne crée pas des comptes comme ça pour rien. Et j'ai le droit, en fait, à leurs produits, parce que, je ne sais pas. C'est pas au niveau MVP, etc. Hein, c'est vraiment... il suffit d'aller creuser. Hein, Oui, mais voilà, donc là, il faut y aller, parce que bon, leur produit est pas mal, et puis bon, Telerik, tu vois, au final, on disait une Rolls-Royce, mais en prix, ils sont très corrects, enfin très corrects. Ouais. Ils sont aussi chers que les autres. C'est ça. On va le dire autrement. Donc on peut l'avoir un petit peu à 100 € de moins, tu vois, pour un support minimal, parce que ça peut suffire largement. Et après, je ne sais pas si c'est tous les ans le même prix. Non, on l'achète une fois. Après, tu peux repayer pour le support, ou pour la nouvelle version. Je sais pas, en fait, c'est pas clair. Parce que si c'est que $900 par développeur. Hein. Ça va, moi et plus moi, ça fait moi. Voilà. C'est correct si je ne paye pas tous les ans encore ça, quoi. Non, tout à fait. Nous, on ne paye pas tous les ans, donc on l'a appris et on a une licence, quoi. Mais on n'a pas les mises à jour. C'est très, très, très tentant quand même. Donc, je pense qu'on va les contacter parce que là, on est en train de leur faire une pub malheureux. Ça mériterait, bref. De recevoir des casquettes.
de recevoir des casquettes. Voilà. Ah oui, la Blazor Day, tu en parles? Non, vas-y. Ah, c'est moi qui parle. Bon, il y a 2 événements dont on voudrait vous parler. Le premier événement, c'est effectivement celui qui est à l'écran. C'est celui qui a lieu, comme c'est marqué aussi, le 18 juin. Et c'est ce qui est marqué aussi le Blazor Day. Donc on organise avec Christophe ici présent et Adrien Clairbeau aussi une journée, ce sera plutôt une soirée, parce qu'on a décidé de faire intervenir différents experts, à la fois des francophones, mais aussi des experts internationaux qui vont venir nous présenter de tout ce qu'on peut faire avec Blazor. Et il y a notamment, tu as mis la petite photo, il y a Dan Ross, qui est en fait, c'est le programme manager chez Microsoft de Blazor. Et on lui a contacté, il va nous faire l'honneur de venir présenter la première session, la keynote, comme on peut dire. Donc une session, à mon avis, d'1 heure, dans laquelle il va présenter tous les bouts de Blazor, tout ce qu'on vient de vous dire ici, mais de manière beaucoup plus technique et beaucoup plus détaillée aussi. Il a répondu à l'appel du 18 juin. Voilà, c'est ça. Et si vous avez besoin d'infos sur ça, vous allez sur blazorday.net et vous allez pouvoir retrouver tout le planning complet quand il sera là. On est en train de le mettre en place. Mais déjà pouvoir vous inscrire et avoir toutes les infos. On diffusera tout ça sur YouTube en live. On fera le 18 juin un live YouTube. Et tant que j'y suis, on va parler juste aussi... avant. Juste avant, il n'y a pas quelque chose? Ah ben c'est ça que je voulais parler. C'est de vendredi prochain qu'on va organiser, donc le 22 mai, Christophe, Adrien Clairbois et moi toujours, donc le trio pour le moment des événements online. On va organiser un Global Azure francophone. Donc je là, comme on est... y a une place vide là-bas. Ah, mais il y a quelqu'un qui part de Blazor et c'est une surprise, c'est ça? J'ai pas compris ta question, pardon. Il y a un blanc en bas à droite là, c'est parce que c'est une surprise. Il y a quelqu'un qui vient parler de Blazor, c'est ça? Ah, peut-être que tu viens parler de Blazor, ouais, mais ça, on ne sait pas encore. Ouais. Mais pour le moment, c'est parce qu'il y a juste un nombre impair de speakers. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait un lien avec Azure, hein, remarque. Donc, ça sera Blazor Server dans ce cas-là. Blazor Server. Donc, ça sera aussi diffusé le 22 mai, donc je l'ai dit vendredi, sur YouTube, en live. Et là, le plus simple, c'est de s'inscrire. Voilà, on commande un petit ticket, c'est gratuit. Ça vous permet de recevoir le mail avec toutes les informations par après. Et vous avez là déjà la liste de tous les speakers. Il y a des spécialistes de Microsoft France, de Microsoft Belgique et d'autres sociétés qui seront là. Et donc, en une journée, là, ce seront des sessions d'1 heure. En une journée, on viendra vous parler de tout ça. Voilà, on sait que chez nous, en tout cas, c'est... Oui? Non, je dis ça va être super génial. Ça va être super, oui, non, tout à fait. Tout à fait. C'est juste après la build. Comme ça, ouais. On serait dans le jus des sessions et des formations. Bon. Donc voilà, je pense on arrive à peu près à la fin, ouais, pour dire, si on résume Blazor, dire que c'est cool, que c'est top, que c'est facile, que c'est polyvalent. Et c'est vrai, c'est cool parce qu'il y a un engouement, on utilise notre langage préféré, le C# pour nous en tout cas, et donc ça c'est vraiment intéressant. C'est top avec toutes les nouvelles fonctionnalités, facile, on l'a dit, hein, on maîtrise C# et en gros c'est tout. Après un peu d'HTML et un peu de CSS, mais il n'y a pas besoin de plus que ça. Et on va pouvoir utiliser ça à presque toutes les sauces, mode serveur, mode WebAssembly, mode natif, mode hybride, etc. Donc, on en a déjà parlé de long en large. Voilà. Eh ben, parfait, je pense qu'on arrive ainsi au bout de cet épisode. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à nous soumettre. Christophe, peut-être des choses à dire en plus? Voilà, par contre, on a explosé les compteurs du timing au niveau du podcast, me semble. Ouais, je pense qu'on arrive tout doucement à 1h30 déjà 1h15, je pense qu'on est à peu près maintenant. Alors, la réponse, est-ce que Blazor est fait pour remplacer JavaScript? C'est un langage parallèle, c'est différent. Est-ce que c'est fait pour des développeurs web? C'est plutôt fait pour les développeurs .NET? Oui, c'est plutôt WebAssembly, moi, à mon avis, qui risque effectivement de détrôner à un moment donné tout ce qui est JavaScript. On verra. Maintenant, Blazor aura peut-être sa part de notoriété et de marché à l'intérieur de tout ça, quoi. On verra. L'avenir nous le dira. Ok, juste pour finir peut-être, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. C'est ce qu'ont déjà fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël. On les remercie. Ou bien simplement, encore le plus facile, vous mettez un petit commentaire en bas de page du podcast ou sur la vidéo YouTube ou un petit pouce bleu vers le haut, et comme ça, nous, on est contents et ça nous fait remonter dans les petits sondages de YouTube également. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, sinon juste pour parler qu'il y a une super communauté, on s'entend tous super bien on est une centaine sur différents channels, différents canaux sur Slack. On utilise Slack parce que il a
bien foutu pour ça. Et donc, si vous voulez vous inscrire, vous envoyez un email à slack@devaps.be. Voilà, ou devaps.ms, peu importe. Et ça arrivera. Et si vous voulez venir nous rejoindre aussi, on l'a pas dit, mais tous les mercredis pour le moment, en phase de confinement, et ça durera peut-être un petit peu après, le temps que tout ça se régularise, on organise des meet-up. Donc vous retrouvez ça sur devaps.ms/meetup. Et vous pouvez venir nous rejoindre, on discute, vous ouvrez votre micro, vous parlez, ou vous nous écoutez, on discute un petit peu de tout et de rien, et il y a souvent des petits sujets, des petits problèmes de chacun qu'on vient exposer, enfin problèmes informatiques en général, on s'arrête là. Le reste, on demandera à d'autres spécialistes d'en parler, mais pas... Et des petites présentations. Et des petites présentations aussi, ouais, tout à fait. Donc il y aura notamment GRPC qui viendra prochain podcast aussi, c'est ça, hein? Ouais, il vient en meet-up la prochaine fois pour une sorte de mise en bouche sur le GRPC, 20 minutes, et ensuite on fait 1 heure sur le GRPC. Voilà, donc on aura un sujet supplémentaire de discussion. Magnifique. Ben voilà, merci à toi, super présentation, merci Christophe, à bientôt en tout cas. Salut. Salut. Salut.